Elles sont à peu près. Oh, tu vas nous faire le cap. Voilà, sur la croix, et regardez bien le drapeau. C'est bon, oui, allez. Qui fait le... Monsieur Bendaïa. D'accord. Bien, mes chers collègues, merci à toutes et à tous. Donc, la séance va débuter et je demande à notre Benjamin de séance, Monsieur Bendaïan, de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Présent. Perchat Claude. Présent. Ferrero Marie. Conviction Richard, représenté par Claude Perchat. Guillaume Caroline. Deux. Ah oui, c'est mieux comme ça. Gaël Frédéric. Guérard Sophie. Herman Sylvie. Hoffman Gilbert. Lavarès Dominica, absente, représentée par Éléonore Bèze. Le Pape Florian. Mabrouk Sophia. Martineau Marie. Morel Sandrine. Manchon Hervé, représenté par Aïcha Sif. Moine Daniel. Morand Nathalie, représentée par Michel Villeneuve. Papalardo Patrick, représenté par Nathalie Fédy. Réau Didier, représenté par Frédéric Guel. Robin Pierre. Rosato Blaise, représenté par Brigitte Bénichou. Royer-Perrault Lionel. Présent. Saint-Paul Jeanne, représenté par Cathy Tellandier. Sémériva Pierre. Sif Aïcha. Sperling Daniel, représenté par Anne-Marie Destiendorf. Tellandier Catherine. Tani Didier, représenté par Gilles Darmon. Tessier Guy, représenté par Pierre Robin. Et Villeneuve Michel. Et voilà. Très bien, écoutez, le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir valablement délibérer. Je déclare la séance officiellement ouverte. Je soumets à votre approbation le compte-rendu analytique de notre dernière séance du 19 mai 2021. Y a-t-il des observations, des oppositions? Je vous en remercie. Donc nous commençons l'examen des rapports et nous sommes amenés à examiner l'attribution de subventions à des associations donc de solidarité. Et donc c'est Madame Caroline Giom qui rapporte. Regardez les drapeaux. Ok. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. C'est une proposition de deuxième répartition pour cette année 2021. Concernant en fait notre secteur, je vous demande d'émettre un avis favorable pour l'association Équipe Saint-Vincent-Pont-de-Vivo de 2 000 € et pour l'association Habitat et Humanisme Provence pour 2 000 €. Je vous remercie. Très bien, je vous en remercie. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté. Abstention, très bien. Nous passons au rapport suivant. Donc, il s'agit d'une répartition de subventions pour à diverses associations. Et donc, c'est Madame Anne-Marie Destiendorf qui rapporte, puisque ça concerne l'action culturelle. Bien sur la croix et on regarde les drapeaux.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, vous dire simplement que cette délibération concerne l'approbation d'une deuxième répartition au titre des subventions d'aide à la création 2021, un montant de 5 000 € pour le Festival du Livre qui se déroule chaque année depuis 4 ans au Parc Chano. Très bien, écoutez, je vous en remercie. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne l'attribution de subventions à des associations d'intérêt social. C'est la première répartition et c'est Madame Martineau qui rapporte. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, monsieur le maire, il s'agit donc de la proposition donc de deux demandes de subvention pour deux associations qui œuvrent dans les 9e et 10e arrondissements. Il s'agit de l'association Christophe qui travaille pour la prévention du suicide donc chez les jeunes et l'accompagnement de leur famille. La subvention est de 3 500 €. Et la seconde association est l'association France-Russie qui est domiciliée à la maison de quartier Sainte-Geneviève et dans la subvention est de 1 000 €. Donc nous sommes sur une attribution de 4 500 €. Je soumets ce rapport au vote. Merci. Très bien. Merci à vous. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne le soutien aux équipements sociaux, la deuxième répartition 2021. C'est Madame Fédy. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, donc il s'agit d'autoriser le versement du solde de subventions attribuées aux centres sociaux, donc de Saint-Loup-Saint-Is pour un montant de 50 263 €, pour le centre social de la Capelette pour un montant de 47 263 €. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 3 articles. Merci, monsieur le maire. Très bien. Des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au suivant. Ça concerne les subventions à des associations œuvrant en faveur du bel âge. C'est la deuxième répartition et c'est Madame Ferrero qui rapporte. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le maire. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur du bel âge, deuxième répartition pour 2021. L'association, c'est l'association d'aide aux aidants naturels de personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie. Cette association est située sur l'hôpital de Sainte-Marguerite pour un montant de 2 500 €. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 3 articles. Je vous remercie. Très bien. Donc, nous soumettons au vote. Des observations, des oppositions? Aucune. Adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne l'attribution de subventions d'équipement à diverses associations de l'animation et des équipements sociaux. C'est la deuxième répartition et c'est Madame la première adjointe qui rapporte. Madame Fédy. Monsieur le maire, donc il s'agit d'une demande d'attribution de subvention à l'association Et qui s'envole pour un montant de 500 €. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 4 articles. Merci. Merci. Des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au suivant. Donc, ça concerne l'attribution de subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes. C'est la deuxième répartition. C'est Madame Caroline Agiom qui rapporte. Alors, je vous demande d'émettre un avis favorable afin qu'une subvention soit attribuée à une association qui œuvre en faveur du droit des femmes dans notre secteur. Il s'agit de l'association Relais Enfants Parents Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 2 000 €. Je vous remercie. Très bien. Donc, je soumets au vote. Des observations, des oppositions? Adoptées à l'unanimité. Bon, toutes ces subventions sont très classiques. Elles sont votées depuis des années. Elles sont reconduites et nous nous en félicitons. Donc nous passons aux subventions pour les associations sportives. Là, pour le coup, c'est la troisième répartition et c'est Monsieur Di Giovanni qui rapporte. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, effectivement, dans ce rapport, il s'agit de l'attribution de subventions aux associations sportives, troisième répartition, parfois pour le fonctionnement de ces associations ou pour l'organisation d'événements sportifs.
Sont concernés dans notre secteur à plus forte proportion la SCO Sainte-Marguerite, notamment pour l'organisation du Marseille-Cassis, mais aussi l'Esplanade Gannet-Bouliste. Un petit clin d'œil particulier pour le Marseille Beach Team, club de beach soccer, puisque le premier stade de beach soccer de la ville, souhaité et financé par la mairie de secteur, vient d'être achevé. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Très bien, merci à vous. Effectivement, merci de rappeler que la ville se verra dotée de du premier équipement beach soccer sur son territoire, et ça se fait dans notre secteur municipal, et ça correspond à ma vision de favoriser la diversité des disciplines sportives. Et c'était effectivement assez iconoclaste que nous n'ayons pas de structure d'entraînement pour cette discipline sportive. Donc nous avions la possibilité de le faire sur le site de De Sautel, et donc ça sera mis en service dans les prochains jours. C'est un équipement décentralisé donc qui a été financé effectivement à 100% par la mairie de secteur. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des observations ? Des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne l'approbation des dispositions particulières applicables aux accueils périscolaires relatives à la garderie du matin et aux animations du soir et de leurs tarifs. C'est Madame Bruna qui rapporte. Bonsoir, Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, il s'agit d'une reconduction des dispositions particulières applicables aux accueils périscolaires relatives à la garderie du matin et aux animations du soir et de leurs tarifs. Donc, on reconduit l'exonération totale ou partielle période par période. Chaque période est donc entre les vacances scolaires. En cas d'arrêt temporaire des activités dans une école liées à la crise de la Covid, mais également liées aux grèves de l'éducation nationale et également du personnel municipal. Donc, il y a également donc un maintien de la tarification de la garderie du matin et des animations du soir. Il s'agit d'un tarif forfaitaire annuel basé sur le quotient familial de la caisse d'allocation familiale qui se décline en 10 tranches et qui est facturée période par période, donc chacune de ces périodes entre les vacances scolaires. Et donc, tout est inscrit sur, les tarifs sont inscrits sur l'application Supermino. Merci. Très bien. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne l'attribution de subventions aux associations nautiques. Et donc, c'est Monsieur Di Giovanni qui rapporte. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, effectivement, il s'agit du service nautisme et plongée. Attribution de subventions pour les activités nautiques, subaquatiques et celles qui passent par la préservation du patrimoine maritime. Donc, pour aider ces associations, dans Marseille, deuxième ville de France, une ville tournée vers la Méditerranée, où sa façade maritime participe à sa plus-value, je pense qu'il est important d'aider justement ces associations qui sont tournées vers la mer, avec bien évidemment en ligne de mire les Jeux olympiques de voile, les épreuves de voile en 2024. Donc, pour toutes ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir approuver les différents articles de ce rapport. Merci. Très bien. Merci. Je soumets au vote. Des observations, des oppositions. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne donc l'abandon du projet d'acquisition de plusieurs parcelles bâties en vue du regroupement des écoles du bataillon du marin-pompier de Marseille. C'est Monsieur Moine qui rapporte. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, le 27 janvier 2020, la municipalité de Marseille, le conseil municipal, approuvait l'acquisition par la ville, auprès de 13 habitats, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, de plusieurs parcelles afin de favoriser un projet de regroupement des écoles du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Depuis cette date, il a été acté qu'un certain nombre d'éléments sont venus remettre en cause la pertinence de ce projet. Pour ces raisons, le BMPM et le conseil municipal a délibéré le 2 avril 2021 sur l'abandon du programme. Dans la suite de cette délibération, il convient donc aujourd'hui d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 approuvant l'acquisition des parcelles et d'en informer les vendeurs.
Très bien. Merci, Monsieur Moine. Bien. Alors, sur ce rapport, très clairement, la majorité de secteur votera contre, car nous ne pouvons pas nous associer à cette décision. D'une part, parce qu'elle avait été... Si on peut couper les téléphones, ça serait appréciable. Et donc, d'une part, parce que c'est un projet que nous portions et auquel nous croyons, en ce sens où le fait de disposer d'une école qui regroupait donc les élèves du bataillon ainsi que les cadets du bataillon des marins-pompiers sur un site unique avait du sens à proximité d'un site qui, avec un haut fort risque d'incendie. Et donc nous sommes évidemment très déçus de voir que ce projet qui était structurant pour ce quartier de Luminy soit abandonné par la nouvelle majorité. J'ai lu les attendus et les raisons qui ont motivé la municipalité. Bon, il y en a une que je comprends, deux autres dont j'ai bien compris qu'elles étaient là pour masquer la véritable raison. Celle que je comprends, c'est ce que vous écrivez in fine, c'est-à-dire que le coût global des travaux semble peu compatible avec la programmation pluriannuelle des investissements contraintes des années à venir. En clair, vous faites d'autres choix. C'est le choix de réinvestir l'argent ailleurs. C'est un choix. Il vous appartient. Mais je ne peux pas laisser dire que les prétentions à une indemnité d'éviction de l'association Allotra, chargée de la commercialisation des logements étudiants de cet ensemble, ont considérablement augmenté les délais d'acquisition et font peser un risque de dérapage du coût global de l'opération, sachant quand même qu'en tant que président de Travail Habitat, je connais quand même bien le dossier. Et donc, j'ai eu de cesse de relancer la ville de Marseille, la maire et le maire, depuis leur élection, donc depuis un an, pour justement avoir leur position sur ce dossier, que j'ai provoqué à de multiples reprises des réunions auxquelles Allotra et Kedge étaient présents et auxquelles la ville de Marseille n'est jamais venue. Donc, expliquer qu'aujourd'hui, ça serait parce qu'il y avait des négociations avec Allotra, que nous avons pris beaucoup de temps et que donc, du coup, ça aurait des incidences financières, c'est juste déplacé, compte tenu du contexte. Et deuxièmement, la localisation, donc vous dites la localisation de ce site à proximité immédiate du parc national crée des incertitudes sur la possibilité de réaliser l'intégralité des travaux nécessaires dans les aménagements extérieurs d'instruction et des voies nécessaires au désenclavement des propriétés voisines. Bon, je rappelle que ce patrimoine est donc dans une zone d'aire d'adhésion. Nous ne sommes pas dans le cœur de parc, nous sommes dans l'aire d'adhésion, et donc par voie de conséquence, la réglementation en matière d'urbanisme permet les aménagements de ce type, à savoir réaménager éventuellement des aires de stationnement, réaménager le bâti existant, et donc de ce fait, et même en aire d'adhésion, il est permis de pouvoir quelquefois développer un peu plus que ce qui existe à l'heure actuelle. Preuve en est sur le site de Luminy, sur le site universitaire de Luminy. Donc cette raison-là est inopérante. Je pense que la véritable raison, c'est celle que vous évoquez in fine, c'est que cela a un coût et que votre choix, c'est d'orienter l'argent ailleurs que sur cette réalisation. Bon, je pense qu'il aurait été plus sage et plus simple de l'assumer, de le dire, plutôt que d'essayer de trouver d'autres arguments qui, à mes yeux, n'en sont pas et ne sont pas les véritables arguments et raisons de cette décision. Je le redis, cette municipalité de secteur regrette profondément le choix opéré par la municipalité sur l'abandon de ce projet. Y a-t-il des observations? Aucune. Donc je vais soumettre au vote. Qui est pour? Bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc la délibération est rejetée. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne donc... c'est le rapport 47. Ça concerne donc le boulevard Urbain Sud. Et donc, c'est moi-même qui vais rapporter. Donc, vous avez présenté un rapport, enfin la majorité municipale présente un rapport
qui vise donc à abandonner, donc à mettre fin à la convention qui actait la mise à disposition anticipée au profit de la métropole de parcelles nécessaires aux travaux du boulevard Urbain Sud. Alors, j'aurai très largement l'occasion de m'exprimer sur ce rapport lors du prochain conseil municipal, mais je dirai 2-3 choses néanmoins dès ce soir. La première, c'est que j'avoue ne pas très bien saisir cette décision. J'ai lu comme tout un chacun les propos de M. Payan dans la Provence de samedi dernier, qui expliquait que les séquences électorales étant désormais terminées, il espérait qu'il y aurait une sorte d'apaisement dans la relation entre la ville de Marseille et la métropole. Je pense très sincèrement qu'on a connu mieux en termes de gestes d'apaisement pour pacifier les relations entre les deux institutions. Je prends ça plutôt comme un acte de guerre à l'égard de la métropole sur un projet aussi structurant. Deuxième chose, je dis et je redis que sur ce dossier, je l'ai toujours dit, donc je suis très à l'aise, nous devons avoir une approche pragmatique, et mettre donc de côté nos pensées idéologiques sur ce projet. Donc je regrette, encore une fois, je réitère mon propos, que la ville ait fait le choix d'une approche idéologique et non pas pragmatique sur un dossier aussi structurant en matière de développement de nos quartiers. Troisième chose, je dis que vous prenez un risque car cette délibération souffre d'une très grande fragilité juridique. Et je suis très surpris mais peut-être que M. Quignon, dont j'ai cru comprendre que vous allez vous séparer de ces services, n'a pas eu l'occasion ni le loisir de pouvoir vous alerter sur les conséquences juridiques de tout cela. Mais je suis très surpris donc que vous soumettiez au conseil municipal cette délibération qui est très très faible juridiquement, et je m'en expliquerai vendredi prochain. Et en même temps, je regrette que cette décision, je considère du moins que cette décision est inconséquente sur le plan politique. Parce que, très sincèrement, je comprends bien, j'ai bien compris la manœuvre. Vous essayez les uns et les autres, le boulevard Urbain Sud est devenu le dossier qui permet à la majorité municipale de se cimenter. Et Dieu sait si en ce moment, il y a quelques failles. Et donc, ça coche tous les items de cette majorité de gauche plurielle qui vous anime. Et donc, vous essayez de porter ce projet au-delà du raisonnable. Le sujet, quand même, c'est que, très clairement, nous avons une approche qui est radicalement opposée du développement de ces territoires. Ça, c'est un peu normal, sinon nous serions dans la majorité ou vous seriez dans la nôtre. Je ne sais pas, mais enfin, c'est comment ça serait passé, l'histoire, mais si nous étions d'accord sur tout, nous serions ensemble. Mais pour autant, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'aurais pu imaginer une approche intelligente, c'est-à-dire de dire, d'accord, effectivement, conformément à ce que nous avons toujours dit, nous sommes contre la prorogation du boulevard Urbain Sud, donc dans la droite ligne de ce que nous défendons, nous retirons la mise à disposition de ces terrains. Mais parce que nous avons conscience de la réalité, de ce qui a été réalisé, et qu'il nous faut terminer l'aménagement donc à l'intersection avec le boulevard du Cabot et la Gaille, en contrepartie, nous mettons à disposition les 2 parcelles dont la ville est propriétaire pour réaliser le fameux rond-point qui permettrait de parachever l'intersection avec le boulevard du Cabot et la Gaille. Ce que vous ne faites pas. Et ce qui m'étonne, parce que Madame Gassian, qui est celle qui a plus ou moins représenté, l'élu qui a plus ou moins représenté la ville lorsqu'il y a eu les débats au conseil de territoire,
s'était très clairement engagé sur la volonté de la municipalité de au moins faire en sorte que la finalité du boulevard première tranche puisse ressembler à quelque chose et qu'on puisse faciliter l'intersection avec le boulevard du Caveau. Et je trouve que ça aurait eu plus de panache, ou en tous les cas ça aurait été plus intelligent que de présenter une délibération vue que sous le prisme de l'opposition et de l'arrêt au boulevard urbain sud. Deuxième chose, vous portez le projet d'arrêt du boulevard urbain sud. Très bien. Mais vous proposez quoi? Parce que c'est ça le sujet. Vous proposez quoi? Depuis 2-3 jours, on explique, on va mandater la gamme pour une nouvelle étude. Ça fait 1 an que vous êtes en responsabilité. Vous attendez 1 an pour mandater la gamme? Pour une nouvelle étude? Alors après, vous pouvez effectivement mandater la gamme, mais enfin, nous sommes des élus de ce territoire. Enfin, en tous les cas, nous connaissons bien nos territoires pour la plupart d'entre nous. Quand nous arrivons au bout de la première tranche du boulevard urbain sud, et que si on souhaite aller, on va dire, se reconnecter au boulevard Michelet ou à Delattre de Tassigny, dans un premier temps, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous passez par la Gaille, et de la Gaille, après, vous passez par la rue de l'Horticulture. De la rue de l'Horticulture, vous remontez légèrement Joseph Aiguier, et après vous redescendez sur De Sautel et vous arrivez au boulevard Michelet, c'est-à-dire la voirie existante. Je rappelle que ce sont des voiries à sens unique pour certaines d'entre elles, qui aujourd'hui sont déjà très compliquées à circuler aux heures de pointe. Soit vous passez en aval par le boulevard Sainte-Marguerite, vous redescendez via Dromel, soit vous remontez vers le Caveau et le boulevard du Redon. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous constatons déjà comment ça dysfonctionne. Donc, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Vous faites passer les gens où? Par-dessus, par-dessous, voilà. Alors, ces dernières 24 heures, j'ai entendu Mme Gassian dire « mais on peut travailler sur les sens de circulation ». Ah, en sens unique. Ah, alors, dites-moi, on met quoi? Le boulevard du Caveau en sens unique? Dans quel sens? On le monte, on le descend? Le boulevard du Redon, on le monte, on le descend? Et si on le monte, on fait redescendre les voitures par où? Par l'allée des Pins? Par la colline Saint-Joseph? À un moment donné, si on veut être crédible et cohérent, il faut, au bout d'1 an, être en capacité, lorsqu'on assume un projet de cette nature et donc on veut dire stop à un projet, il faut être en capacité de porter une alternative. Cette alternative, vous ne la portez pas. Et ça, c'est une première faiblesse. La deuxième chose, c'est que vous présentez le boulevard urbain sud, c'est encore dit dans votre exposé des motifs, comme donc une autoroute urbaine. Bon. Le boulevard urbain sud, dans la partie qui concerne les parcelles en question, c'est du gabarit de l'avenue de Hambourg. Avenue de Hambourg. Donc, considérez-vous que l'avenue de Hambourg est une autoroute urbaine. Considérez-vous que, extrapolons, le deuxième Prado, puisque c'est grosso modo l'emprise du deuxième Prado, sans les contre-allées et sans donc les terre-pleins latéraux, est un boulevard urbain. Donc déjà, je trouve que vous exploitez quelque chose qui est vicié dès le départ. Et en même temps, parce que vous savez très bien que le boulevard urbain sud dans cette tranche-là, ça n'est pas le boulevard urbain sud tel qu'il a été réalisé dans la première tranche. Vous le savez. Et ça a été une modification qui a été apportée dans le cadre de l'enquête publique de l'époque, où d'ailleurs nous avions suivi les recommandations du commissaire enquêteur. Enfin, vous vous obstinez à présenter le boulevard urbain comme un axe de circulation voiture, et vous obstinez à oublier que le boulevard urbain, c'est aussi donc un axe de transport en commun, puisque nous avons une voie qui est dédiée au transport en commun, et qui, je le rappelle, est censé s'inscrire dans la ligne structurante, future ligne structurante 5 du BHNS, tel qu'il est prévu au plan de déplacement urbain. Donc, on fait quoi? Le BHNS arrive au Caveau et il continue où?
je vous pose la question. Vous vous obstinez aussi à laisser entendre que c'est que du toiture et qu'il n'y aurait pas sur le boulevard urbain sud du coup donc de pistes cyclables. Je rappelle que la piste cyclable s'inscrit donc dans la ligne 7 du plan vélo. Donc on fait quoi? Bref, moi je ne sais pas, mais quand on prend une décision de cette nature, aussi impactante, aussi structurante, aussi forte politiquement, il me semble que la cohérence voudrait que vous ayez un projet alternatif à nous opposer et que ça soit dans cet échange-là qu'on puisse éventuellement commencer un débat, une négociation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Or, à l'instant où nous nous parlons, à part de dire stop, il n'y a rien. Bon. Et je pousse ma réflexion encore plus loin. Nous sommes en pleine réflexion du PLUI. Nous sommes en pleine réflexion du schéma de cohérence territoriale. Donc la logique voudrait que quand je fais des réunions avec Mme Chaboche, c'est essentiellement Mme Chaboche sur ces questions-là, eh bien, je me retrouve avec la ville qui me dise, on gèle ou on stoppe ou on ralentit les projets de construction dans cette partie-là du secteur et donc on modifie le PLUI. Aucune demande de la ville de Marseille sur ces questions-là n'a été faite sur ces enjeux-là. Je pourrais m'attendre du coup aussi à ce que dans le cadre des débats et des réunions préliminaires sur le schéma de cohérence territoriale, la ville fasse la même chose. Elle ne le fait pas. Donc, votre position, c'est plus une position, c'est une posture. Vous êtes dans la posture politicienne. Voilà. Et je trouve ça dommage parce que nous sortons d'un cycle électoral. Moi, j'étais sur le terrain. En tous les cas, j'en parle d'autant plus librement qu'aucun de vous n'était candidat contre moi. Donc, je ne critique personne en disant ça. Enfin, mais ceux qui se sont opposés à moi... Pardon ? Ah, vous étiez candidat contre moi ? Ah bon, je m'en suis même pas aperçu. Au départemental ? Ah, Madame Herman, excusez-moi, non, je croyais que c'était monsieur, autant pour moi. Madame Herman, autant pour moi. Mais il faut dire que vous avez fait une campagne tellement discrète que je m'en étais même pas aperçu. Et donc, moi qui étais sur le terrain, bon, c'est vrai que je vous ai croisé sur le boulevard Michelet, qui semble avoir été votre seule sortie électorale. Mais moi qui étais donc sur le terrain, les gens, qu'est-ce qu'ils me disent au Cabot, au Redon ou autres ? Je vous assure, hein, et je force pas le trait. Voilà. Ils me disent qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et que l'opposition stérile au boulevard urbain sud, ça n'est pas une solution. C'est ce qu'ils me disent aussi. Voilà. Et je note d'ailleurs, soit dit en passant, que ce soit M. Réau, Mme Karadec, que je félicite encore une fois pour leur réélection, ou que Mme Vassal ou moi-même pour le canton, nous sommes des candidats qui avons porté dans nos documents, dans la campagne électorale, la réalisation du boulevard urbain sud. Voilà. On note quand même que ce sont ces candidats-là qui ont gagné très largement les élections. Donc, je referme cette petite incise politique. Mais je pense que la faiblesse de votre argumentaire politique, et uniquement ça, repose là-dessus. Il n'y a pas de contre-proposition. Voilà. Vous avancez, c'est de la posture, vous essayez de gagner du temps. Je le redis, c'est une mesure dilatoire. Vous essayez de gagner du temps parce que vous espérez qu'en gagnant du temps, l'utilité publique qui a été reconnue donc par la Cour administrative d'appel, je le rappelle, hein, tombera et que le délai sera fort clos. C'est ça qui vous anime en votre fort intérieur. Voilà. Et donc, là aussi, je vous donnerai un certain nombre d'indications vendredi pour que vous puissiez nourrir votre réflexion, parce qu'il semblerait que vous n'ayez pas tous les éléments de compréhension en votre faveur. Et si vous les aviez, je pense que vous comprendriez combien, dans ces cas-là, votre délibération est très sujette à caution et très fragile juridiquement. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc, bien évidemment, ne vous étonnez pas, la majorité de ce secteur votera contre votre délibération. Monsieur Villeneuve, vous avez la parole.
Alors, qui parle là chez vous? Vous n'êtes pas nombreux, mais vous avez du mal à vous coordonner. Hein. Allez, Madame Guérard. Je regarde les drapeaux. Je peux baisser un petit peu. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais me faire ici la voix d'Audrey Gassian, de Mathilde Chaboche et de la majorité. Le boulevard urbain sud, comme vous l'avez dit, fait partie des sujets sur lesquels on ne partage pas la même vision. Il s'agit du tronçon 2 et du tronçon 3. Très brièvement, parce que je me suis déjà exprimée dans ce conseil d'arrondissement sur le sujet. Je me suis également exprimée récemment à la métropole sur ce sujet. C'est quelque chose que nous avons porté pendant la campagne, donc ce n'est pas une posture. C'est ce que nous pensons. Sur le tronçon 2, nous pensons que le tracé qui est choisi est écocide. Quand même, le parc de la Mathilde, les jardins partagés Joseph Aiguier, la pinette du roi d'Espagne. J'invite tout le monde à observer le comportement humain quand il fait chaud. Tout le monde va sous les arbres. Tout être humain va se protéger, va se mettre à l'ombre. J'invite tout le monde, aux dernières actualités, à regarder ce qui se passe en ce moment au Canada. Est-ce qu'on veut vraiment continuer dans notre ville à abîmer les espaces naturels pour y faire couler du béton? Il faut arrêter. Et ce n'est pas une posture, M. Royer-Perrault. Ce n'est pas une posture. C'est une nécessité. Nous devons sanctuariser tous les espaces verts afin de pouvoir permettre à la population, quand il fera chaud, tout le monde n'a pas la clim chez soi, de pouvoir sortir, de pouvoir aller dans les parcs. Je sais que sur les 3 scénarios qui ont été proposés, il y en a un qui permet la reconstruction après le passage en sous-sol des jardins Joseph Aiguier, mais enfin, détruire quelque chose, faire couler du béton, faire un tunnel et puis le reconstruire après, la nature, elle met du temps, la faune met du temps, et ça n'est pas laisser l'existant en l'état. Ça, c'est pour le tronçon 2. Nous, on n'a pas cette vision-là de la ville. Nous, on pense qu'il ne faut plus toucher à un seul espace vert et qu'au contraire, il faut en créer, comme vous le faites d'ailleurs avec la forêt urbaine derrière Beauchêne. Donc il y a des sujets qu'on partage. Sur le tronçon 3, on s'accorde maintenant depuis quelques semaines pour dire qu'il faut mettre en place une zone à trafic limité entre la Pointe-Rouge et les Goudes. Tout Marseillais qui fréquente les plages après la Pointe-Rouge savent que c'est un piège, que le samedi, le dimanche, on met 2 heures, 3 heures pour entrer et qu'il faut absolument freiner la circulation. Donc sur ça, on est d'accord. Est-il raisonnable, et nous ne pensons pas, d'amener une route pratique qui fait que les gens vont l'emprunter sur un endroit où après on va leur dire il ne faut pas circuler, c'est bouché. Nous ne le pensons pas. Pour ces raisons-là, et depuis 2 ans, ce n'est pas une posture, c'est ce que nous pensons. Nous pensons qu'en l'état actuel du tracé, il ne faut pas continuer le bus. Il y a eu 2 réunions, une en décembre, une en janvier, qui ont été infructueuses. Les 3 scénarios que vous avez proposés sont les mêmes, passent sur le même tracé. Nous, ce tracé, on le refusera. Et comme, effectivement, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, ce rapport nous permet, parce que quand même, il faut quand même rappeler que le 4 juillet, les Marseillais ont choisi d'élire une nouvelle majorité municipale. Et on avait un slogan quand même qui était très court, qui tenait en 3 points, dont un était une ville plus verte. Donc la municipalité, par ce rapport, permet, moi je pense, et d'ailleurs apparemment une réunion est prévue en septembre, donc ce rapport aura peut-être permis et permettra, et je le pense, et permettra l'ouverture de vraies discussions et de vraies négociations entre la métropole et la ville, pour trouver une solution alternative. Que nous n'ayons pas aujourd'hui... C'est quoi la solution alternative, madame? Mais ça, c'est le discours politique. Mais concrètement, c'est quoi? C'est pas un discours politique. Non, mais après, c'est quoi Monsieur Royer-Perrault, comme je l'ai dit, moi je ne suis Madame pas Guérard, adjointe à l'urbanisme et je ne suis pas adjointe au transport, je suis adjointe à la place de l'enfant dans la ville. Oui, mais, donc vendredi, vous êtes au élu conseil de la ville, municipal... c'est vous qui défendez aujourd'hui, c'est vous qui avez souhaité vous exprimer. Bien sûr, c'est normal, je rapporte, donc, mais vendredi, voilà, au conseil... C'est quoi? Laissez-moi terminer. Non, mais... Franchement, puisqu'on engage un débat, je trouve que terminer de vous répondre et ensuite vous me direz. Sur le fait que vous ayez dit, et je vous rejoins, parce qu'il y a des points où je vous rejoins, que ce rapport ne permet plus de discuter sur la finalité. Et évidemment que pour la majorité municipale, il n'est pas question de laisser la fin du tronçon 1 en l'état.
Et évidemment que lorsqu'on va se voir en septembre, enfin ce ne sera pas moi, puisque je ne suis pas concernée par ces sujets-là, mais lorsque vous allez vous voir en septembre, on trouvera une solution et je pense qu'on poursuivra un tronçon 2. Le tronçon 3, à mon avis, n'est pas une nécessité, si ce n'est de faire un tronçon 3 uniquement pour les transports en commun. Donc nous trouverons une solution. Pour l'instant, je pense que le positionnement, et effectivement, il y a eu les élections, je ferai aussi une petite parenthèse électorale, j'étais sur le terrain puisque j'étais en campagne sur le canton 9, donc je suis donc allée tracter notamment au Caveau, puisque c'est un secteur qui est à l'intermédiaire entre le canton sur lequel vous étiez et le canton sur lequel je me présentais. C'est pas du tout unanime. Nous, quand on est allé voir les gens, quand ils savent qu'on est printemps marseillais, ils nous disent arrêtez le bus. Quand on va dans le 8e, quand on va voir les gens qui habitent à la Pinède de Lumini, et d'ailleurs les bureaux de vote n'ont pas menti, les gens ne veulent pas qu'on rase une partie de la Pinède de Lumini. Et c'est normal. La Pinède de Lumini, non. Pardon, la Pinède du Roi d'Espagne, excusez-moi. Soyez... Excusez-moi. Donc, l'histoire n'est pas telle que vous la racontez, et ce sujet est un sujet compliqué et difficile. Donc, ce rapport permet quand même à la municipalité de montrer que ce n'est pas uniquement la métropole et ce n'est pas uniquement des instances dirigées par des gens autres que ceux qui ont été élus le 4 juillet qui décident des aménagements voiries de la ville. Et je pense qu'à partir de maintenant, les réunions seront peut-être plus fructueuses parce que nous allons devoir, en bonne intelligence, trouver une alternative pour terminer convenablement le boulevard urbain sud. Je vous remercie. Bon, je repose la question, quelle alternative ? Voilà, je veux dire, ça fait un an que vous êtes, madame, ça fait un an que vous êtes en responsabilité. Vous avez porté ce projet d'arrêt du boulevard urbain sud dès le départ, vous le dites, vous l'assumez, et c'est votre droit, et bien sûr, personne ne vous le conteste. Mais ce que je constate, c'est un constat, c'est un constat, c'est que nous sommes un an après, et on tourne en rond là. On tourne en rond. Je veux dire, on a fait des réunions au Conseil de territoire où il y avait la possibilité déjà d'exprimer des contre-propositions ou des propositions alternatives. Rien n'était fait. La proposition de Mme Gatian, c'était de dire les voitures, il faut qu'elles remontent boulevard du Caveau, boulevard du Redon, elles redescendent sur de l'âtre de Tassigny. Ben, excusez-moi, c'est ce qui existe déjà et ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes entre un principe que vous essayez de porter au maximum de ce qu'il est défendable et la réalité du terrain. Voilà. Et je le redis, là, vous voyez, vous me dites, septembre, on fera une réunion pour éventuellement voir les 2 parcelles qui manquent pour faire le rond-point, machin. Mais pourquoi pas le faire maintenant ? On perd un temps fou, madame. On perd un temps fou. À côté de ça, vous semblez laisser croire que le boulevard urbain sud n'a pas d'autres incidentes. Je permets quand même de rappeler que tout cela s'inscrit dans un schéma déjà plus global. La première des choses, c'est que le boulevard, au pied du boulevard urbain sud, dans la séquence qui longe donc et qui arrive vers la Gaille et le collège Sylvain Menu, il y a un tramway qui va arriver là. Il y a un parking relais de 700 places qui s'installe à ce niveau-là. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on finit par avoir en entrée de ville un maillage cohérent comme toutes les grandes métropoles urbaines les ont. C'est-à-dire qu'on permet, grâce à un maillage viaire d'une part, un maillage de transport en commun d'autre part, de pouvoir avoir des pôles multimodaux qui font que les gens laissent leur voiture à cet endroit-là et après vont en ville avec les transports en commun. Donc vous ne pouvez pas simplement présenter le boulevard urbain sud comme un seul axe de transport. Vous devez présenter le boulevard urbain sud comme un des éléments du plan de déplacement urbain qui est beaucoup plus global. Voilà. Et ça, vous ne le faites pas parce que vous êtes animé par une vision qui, je le redis, est idéologique. Après, nous avons le boulevard urbain sud, première tranche réalisée. Mais certes, il y a des gens qui circulent sur le boulevard urbain sud, mais il a été créé pour ça d'ailleurs. L'idée, c'est de concentrer la circulation sur un axe principal. Mais est-ce que vous vous êtes inquiété pendant des années de la pollution, puisque ça semble être un des sujets qui vous anime matin et soir, des gens qui habitaient chemin du Val-des-Bois ? Est-ce que vous vous êtes inquiété pendant des années de la pollution qu'avaient les gens de l'avenue Grande-Bastide quand, aux heures de pointe, entre Le Caveau et Saint-Tron, il fallait quasiment 1 heure pour se rendre entre ces 2 quartiers et que les voitures étaient à touche-touche ?
Est-ce que vous vous êtes inquiété que parce que justement c'était à touche-touche, eh bien les voitures passaient par la traverse Régny devant le lycée Pastré Grande Bastide au risque de menacer matin et soir la vie des enfants? Non. Sauf qu'aujourd'hui, depuis que le boulevard Urbain Sud existe, ces voiries, qui sont d'ailleurs, au sein desquelles il y a beaucoup de résidences, la Clairière, vous avez le Frontenac, vous avez toute une série de résidences qui habitent le long de ces voiries. Aujourd'hui, ces voiries aux heures de pointe, il n'y a plus personne. On y circule très bien. Et donc, non seulement on y circule très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où vous aviez beaucoup de circulation, et donc beaucoup de pollution, et donc beaucoup, eh bien, ces gens-là ont découvert, redécouvert une certaine qualité de vie, madame. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout rose. C'est ce que je veux dire. Que le sujet soit complexe, c'est une réalité. Mais je pense que vous avez omis quand même dans votre réflexion un sujet qui est quand même important, c'est que, d'abord, le tracé, vous ne pouvez pas le redéfinir comme ça, madame. Ce tracé, il est le fruit d'une histoire de 70 ans. Voilà. Et donc, la ville a acquis des parcelles de terrain depuis 70 ans pour réaliser le boulevard Urbain Sud. Donc, il y a une déclaration d'utilité publique qui a été prise sur ce tracé. Vous ne pouvez pas, comme ça, vous décider que hop, vous pouvez le mettre un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et je rappelle que l'utilité publique a été confirmée par 2 reprises par la justice française, en première instance, et par la Cour administrative d'appel. Je rappelle d'ailleurs, je précise quand même pour que les choses soient aussi là connues de toutes et de tous, qu'il y a eu un recours devant le Conseil d'État qui a été porté. Donc, vous avez une décision de la Cour administrative d'appel qui a été rendue le 3 novembre. Donc, l'appel pouvait être interjeté devant le Conseil d'État jusqu'au 3 janvier. Les jardins familiaux n'ont pas fait appel de la décision de la Cour administrative d'appel. Ceux qui ont fait appel, c'est SOS Nature. Et ils ont fait appel au mois d'avril. Autrement dit, avril 2021. C'est-à-dire que les délais sont fort clos. Voilà. Alors, là aussi, quand le discours de certains qui consiste à laisser croire, à ceux qui y croient en plus avec sincérité, qu'il y a un recours et que peut-être avec ce recours, l'utilité publique va tomber, tout ça, bon, c'est d'un cynisme sans nom. Voilà, c'est d'un cynisme sans nom. Quand vous avez un recours qui est déposé avec 3 mois de retard dans les délais, admis par la réglementation, bon, je veux dire, et qu'on laisse croire aux gens que ce recours peut éventuellement aboutir, mais je trouve ça malhonnête intellectuellement. Voilà. Et donc, l'utilité publique est reconnue. Je rappelle que, et vous l'avez voté, enfin vous ne l'avez pas voté, mais ça a été débattu en Conseil de métropole. Le Conseil de métropole, au mois de mai dernier, a voté une délibération pour proroger la demande d'utilité publique. Madame. Voilà. Donc ce projet, il est d'utilité publique. Il va se réaliser. Et l'utilité publique, ça a quand même un avantage, c'est que dans l'ordonnancement juridique, ça vous permet, c'est supérieur à toute autre règle d'ailleurs, et ça, de droit commun, et ça vous permet, de ce fait, d'enclencher des procédures d'expropriation pour les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, soit dit en passant, si il y a des réticences. Donc là, ce que vous faites, vous amusez la galerie. C'est ça la réalité. Et quand les gens qui vous croient sincères le comprendront, je pense que vous verrez leur réaction. Et là, je serai à leur côté pour leur expliquer comment vous les avez instrumentalisés. Bien, donc je soumets au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Très bien, le rapport est rejeté. Donc, nous passons au rapport suivant, c'est le 48, ça concerne le dispositif matériel de traitement des impayés et de prévention des expulsions locatives. C'est Madame Chantelot qui rapporte. Alors donc, ce rapport concernant l'extension du dispositif marseillais de traitement des impayés et des préventions des expulsions locatives concerne une expérimentation qui a été démarrée en 2016 sur le 3e arrondissement. C'est une expérimentation qui est menée en partenariat avec l'État, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille et le Centre communal d'action sociale.
et qui est menée en collaboration avec l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône, autrement dit la DIL 13. Cette action est menée en plusieurs phases, et on en est aujourd'hui à la 4e phase qui on inclut aux 10 premiers arrondissements qui ont été dans l'action. On inclut maintenant le 10e et le 15e arrondissement. Ça consiste en l'accompagnement juridique des ménages du parc privé, la formation des travailleurs sociaux, quelle que soit leur institution d'appartenance, la communication du dispositif auprès des acteurs concernés et l'animation et le suivi de la commission partenariale locale. Donc le principe du rapport, c'est d'approuver une subvention de 30 000 € par la ville de Marseille pour la DIL 13, sachant que l'État et le conseil départemental s'engagent également à hauteur de 30 000 €. Et bien évidemment également d'approuver la signature de la convention avec la DIL 13. Voilà. Très bien, merci Madame Chantelot. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Abstention pour le Rassemblement national. Nous passons au 49. Ça concerne la délégation de service public de la ferme pédagogique. C'est Monsieur Hoffmann qui rapporte. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Ce rapport concerne le reversement par l'association LANACE de la ferme pédagogique du Roi d'Espagne auprès de la ville de Marseille. Les fermes pédagogiques et les relais sont gérés dans le cadre des délégations de services publics. Le conseil municipal a approuvé l'attribution des conventions de délégation de services publics pour la ferme pédagogique. Un avenant au contrat de délégation de services publics des fermes pédagogiques et relais nature est nécessaire. Il porte sur la modification au titre de 2020 du montant de la participation financière versée en contrepartie des contraintes spécifiques liées aux missions de services publics confiées. Couvrant la période de fermeture de l'établissement, il permet de constater que le montant de l'avance versée reste acquis au délégataire à titre de participation et le montant devait être reversé à la ville. Concernant la ferme pédagogique du Roi d'Espagne, le montant s'élève à 3 959 €. Pour cette dernière, la période de fermeture de l'équipement s'est produite dans le cadre de convention 19-694 qui s'est achevée le 24 juillet 2020. Le remboursement de la quote-part d'avance due à la ville de Marseille fait donc l'objet d'un protocole au titre de l'ancien contrat et non d'un avenant au contrat actuellement en cours. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 3 articles. Merci. Merci, Monsieur Hoffmann. Des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. C'est Madame Bruna qui rapporte et ça concerne l'amélioration du niveau de sécurité de certaines écoles de Marseille, dont 2 dans notre arrondissement. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, alors il s'agit d'un rapport qui est une autorisation de programme relative à la sécurité des écoles. Sur le parc de 472 écoles de Marseille, certaines sont dites GEP. Et ces écoles construites dans les années 60 sont en structure métallique et particulièrement fragiles face au risque d'incendie. Cette proposition de mise en sécurité de 15 écoles que je vous listerai plus tard, et lentement comme cela m'a été demandé, le but est de multiplier les points de détection au lieu de faire du désenfumage, de sécuriser tout le matériel qui est à haut potentiel calorifique dans des armoires à risque et de mettre des portes ignifugées. Cette autorisation de programme s'élève à 650 000 € et des subventions seront demandées. Alors, ces 15 sites sont les suivants. Alors, les écoles Eugène K,
Non, mais vous allez présenter celle du 9-10. C'est bon, d'accord. Alors, dans le 9-10, donc, nous avons l'école de Castelroc et l'école Granados Roi d'Espagne. Et d'ailleurs, j'en profite donc pour dire qu'il y a une petite erreur sur le rapport, parce qu'elle est écrite dans le 8e arrondissement et non dans le 9e. Donc, il faudra peut-être le sécuriser, le rectifier. Alors, à l'issue de ce rapport, qu'il me soit permis d'avoir un petit retour sur cette année scolaire, puisque l'année scolaire s'achève. C'est enfin le temps des grandes vacances, et il était temps, hein, heureusement. Donc une année particulièrement difficile, avec de nombreuses grèves, de nombreuses cantines fermées, des fermetures d'écoles, l'épisode des pique-niques composés de salades en boîte. Allez, Madame Bruna, vous êtes la seule à avoir la parole. Allez, exprimez-vous. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc je reviens sur mon propos. Donc des fermetures d'écoles, avec dernièrement des journées avec 88 écoles fermées sur l'ensemble de la ville. Et sur notre secteur, nous avons même eu des écoles avec parfois 1 mois de pique-nique. Donc c'est dire la difficulté, avec également en plus une surveillance minimale qui peut faire craindre, puisqu'on parlait tout à l'heure de sécurité, donc qui peut faire craindre des problèmes de sécurité et d'hygiène pour les élèves. Alors en mairie de secteur, dans le 9-10, nous avons essayé de pallier avec nos petits moyens donc ces carences, en mettant donc en ouvrant des centres aérés lorsque cela a été possible, et en mettant donc dernièrement du personnel qui était dans les maisons de quartier qui à l'époque étaient fermées eu égard à la Covid, et donc en mettant ces personnels en supplément dans les écoles ciblées. Donc une année particulièrement éprouvante pour les enseignants, pour le personnel municipal, les parents et bien sûr toujours les enfants. Bien évidemment, Madame Guérard, dans le contexte de cette crise sanitaire qu'est la Covid, mais bon, où sont les recrutements qui étaient promis ? Bref, le changement radical qui était présenté par le Printemps marseillais, qui faisait de l'école sa priorité, n'est pas arrivé. Donc savourons nos grandes vacances en espérant que la rentrée 2021 se fera sous de meilleurs auspices. Je vous remercie. Merci, Madame Bruna. Bien. Alors, Monsieur le Pape. D'accord. Est-ce que j'arrive le masque ? Non. Allez-y. Mes chers collègues, on se doutait qu'à nouveau, comme à chaque fois qu'il y a un rapport sur les écoles, vous tentez des polémiques stériles hors sujet qui n'ont rien à voir avec ce rapport. Moi, je trouve que, franchement, vous manquez vraiment pas de honte de critiquer ainsi la gestion des écoles quand on voit dans quel état vous les avez laissées après tant d'années d'une gestion catastrophique. Donc, plutôt que de présenter un rapport sur une année de gestion, c'est des excuses que vous devriez présenter pour l'état des écoles dans lequel vous l'avez laissé. Vous devriez avoir honte d'oser faire une polémique sur ce sujet-là. Je vais clore ça parce que moi, je ne vais pas rentrer sur des débats qui ne concernent pas du tout le rapport qu'on avait présenté. Et moi, ce que je voulais faire, c'était pas du tout parler sur ce sujet. Donc moi, je vais parler sur le rapport que l'on présente. Allez, très bien, parlez-nous du rapport. Allez. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc, comme vous le savez, et malgré ce que vous avez dit, les écoles sont un axe fort de notre action municipale. Et je voulais apporter quelques précisions sur ce rapport qui concerne la sécurité de certaines écoles, comme vous l'avez bien dit, les GEP. Donc, les GEP ont une mauvaise réputation, notamment sur l'idée que leur structure ne résisterait pas longtemps au feu. Ces écoles ne sont pas en l'état dangereuses, néanmoins, elles ne sont pas conformes à la réglementation depuis de nombreuses années. Elles ont été construites, comme vous l'avez dit, dans les années 60, et les règles incendie changent régulièrement et deviennent de plus en plus exigeantes. Bien évidemment, ces travaux sont une transition, et donc temporaire, en attendant d'avoir fait une étude de structure, pour savoir quel type de travaux lourds seront à réaliser ou pas. Il est à noter que cela n'a jamais été effectué, même pas en préliminaire au PPP de 1 milliard d'euros qui visait à raser toutes les GEP. Je vous remercie donc de voter cette délibération. Alors sachez que nous allons la voter, donc ça devrait déjà vous rassurer parce que nous sommes responsables et que la sécurité des enfants, quels qu'ils soient, fait partie de nos préoccupations. Et donc s'il y a des dispositifs qui visent à conforter
la sécurité dans ces écoles de type Pailleron, ces écoles GEP, eh bien, évidemment, nous allons les voter. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a d'autres débats qui peuvent avoir lieu. Je constate quand même que nous sommes au bout d'un an, que les écoles étaient une grande priorité et que pour l'instant, à part nous avoir dit qu'on arrête le PPP, oui, vous arrêtez beaucoup de choses, mais c'est quand même très lent pour remettre une nouvelle dynamique. Et je sais que vous attendez comme le Messie les annonces du président de la République. Le maire de Marseille piaffe d'impatience de pouvoir faire une photo avec le président de la République et son milliard d'euros. Je ne saurais que trop vous conseiller d'être très vigilant, parce que un responsable politique national qui vient annoncer 1 milliard d'euros à 10 mois d'une élection présidentielle, on a déjà connu ça par le passé et ça ne s'est jamais très bien passé, bien terminé. Cela étant, comme le maire avait un peu de mal, je fais référence à M. Hérault, si vous voyez ce que je veux dire, c'était une époque, voilà. Et donc, comme le maire a énormément de mal à attendre que le maire a énormément de mal à attendre l'annonce du président de la République, du coup, il a besoin de le distiller ici ou là pour annoncer son milliard. Ceci étant dit, ce que nous constatons, c'est que pour l'heure, nous devions partir sur des démolitions-reconstructions et on va avoir, dans certains cas, des démolitions-reconstructions et peut-être dans un autre cas, des simples réhabilitations. Nous sommes donc très en deçà des ambitions qui étaient initialement affichées. Après, vous pouvez, je sais bien que c'est toujours très urticant de rappeler les choses, mais enfin, il y a une année scolaire qui se termine. Oui, moi, vous êtes toujours très prompte dans la critique, mais il y a une année scolaire qui se termine, et la réalité, c'est que moi, je suis comme tout le monde, parce que nous sommes un certain nombre à siéger dans les conseils d'école, je m'en rends dans certains, n'est-ce pas, Madame Guérard, et donc j'écoute ce qui peut se dire. Et je fais aussi les sorties d'école, et je ne fais pas que les sorties d'école que pendant les périodes électorales. Et donc, je sais ce que les gens me disent. Et les gens me disent que dans certaines écoles, pas dans toutes, heureusement, mais dans certaines écoles, trop, à mon goût, pendant 1 mois et demi, 2 mois, les enfants ont mangé des pique-niques. Voilà, des pique-niques dehors, donc sous les préaux, conditions d'hygiène et sanitaire très loin d'être respectées. Il y a un adjoint qui passe de temps en temps dans les écoles, d'ailleurs vous l'accompagnez, et même quelquefois vous oubliez un peu de m'y inviter. Et donc, heureusement que je suis informé et que donc je m'y invite un peu quand même, parce que je suis la maire de secteur, et puis vous annoncez des choses. Vous annoncez les choses, et puis bien les gens y croient. Et puis quelques semaines après, bien les gens s'aperçoivent que ce qui a été annoncé n'est pas réalisé. Et donc du coup, la chef cantine se met du coup en arrêt de maladie. Et voilà. Et après, c'est la réalité. Alors évidemment, tout est compliqué. Évidemment, vous prenez une situation qui est d'une complexité sans nom. On a bien compris que vous étiez là pour relever un défi de taille. Mais la question, c'est de savoir si vous avez les capacités de relever ce défi. Et plus ces jours passent, et plus je me pose la question, figurez-vous. Voilà. Et ce qui est certain, c'est que les parents, eux, me disent très clairement, et nous disent très clairement qu'ils ne pourront pas accepter de revivre un mois de septembre ou une rentrée scolaire telle qu'ils ont terminé cette année scolaire. Moi, j'ai des témoignages poignants de mères, de familles qui ont dû faire un choix entre pouvoir continuer à travailler et assurer la scolarité de leurs enfants. Enfin, c'est une réalité, madame, ce discours-là. Alors, je sais bien que cela est quelque chose qui a du mal à être entendu, mais la réalité, c'est celle-ci. Et vous aviez annoncé, je le rappelle, vous aviez annoncé dans les plans, dans ce que nous avons voté, je fais référence aux financiers, au président de la commission des finances du conseil municipal qui est ici présent. Je rappelle quand même qu'il y a eu des annonces fortes, il y a eu même des votes qui ont été faits sur plusieurs dizaines de millions d'euros pour les écoles, et que nous avons su témoigner, nous avons pu prouver qu'une grande partie de cet argent annoncé n'avait pas été dépensé, d'une part, mais au-delà de cela, que les annonces de recrutement faites n'ont pas été honorées. Et donc, c'est une réalité aussi. Voilà, alors,
Bon, ben, ça fait partie. Je sais bien que vous avez énormément de mal à accepter le discours contradictoire lorsque il contrarie la vie rêvée, la belle histoire, ce que j'appelle moi la belle histoire. Vous avez une belle histoire, vous voulez la scénariser, vous voulez la développer, et puis quand il y a quelque chose qui vient, le petit caillou qui vient contrarier ça, tout de suite vous bloquez et tout de suite vous sortez de manière beaucoup plus agressive, ce qui est vrai ici comme dans d'autres secteurs. J'avais vu hier le conseil d'arrondissement du 6-8, j'ai trouvé que là aussi la majorité municipale était quand même très très tendue. Alors, mais je peux le comprendre, hein, quand je suis votre actualité, il y a un peu de mal, on peut le comprendre, la majorité municipale se fissure et c'est le début des ennuis pour le maire. Bon, cela étant, je vais soumettre donc cette délibération au vote. Donc, qui s'abstient, qui s'oppose. Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Et nous finissons le rapport par une dénomination de voix, et c'est M. Darmon qui rapporte. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Il s'agit d'un rapport, effectivement. Le choix d'appellation de nom de rue revient au maire de la ville, après que chaque mairie de secteur ait proposé un panel de noms. Suite à l'avis favorable de la commission qui s'est réunie le 2 juin dernier, Monsieur le maire soumet au conseil d'arrondissement le rapport suivant pour avis avant présentation au prochain conseil municipal de vendredi. Donc vous avez pu voir sur le tableau annexé que pour notre secteur, il y avait simplement une dénomination qui était proposée, qu'il s'agissait du tunnel Florian, qui allait s'appeler dorénavant le tunnel de Saint-Loup. Je vous invite ainsi à émettre un avis favorable à ce rapport. Merci. Très bien. Les services ont beaucoup phosphoré. Ça change beaucoup de choses, mais bon, ça sera le tunnel de Saint-Loup au lieu de Florian. Bon, ben écoutez, je pense qu'en fait, les Lupéens et les Lupéennes continueront à appeler un peu comme ils l'entendent, Florian ou Saint-Loup, mais le principal, c'est que ça ait une dénomination. Et je pense pas qu'il y ait d'adresse postale pour les habitants dans le tunnel, donc il ne devrait pas y avoir de problème avec la poste en dénommant le tunnel Florian, tunnel de Saint-Loup. Voilà, je pense que sur ce rapport, il devrait y avoir une tonalité unanime qui se dégagera. Donc, y a-t-il des observations, des oppositions? Eh bien, écoutez, il en est ainsi décidé. Le tunnel de Florian s'appellera désormais le tunnel de Saint-Loup. Voilà. La séance est désormais terminée. Je souhaiterais simplement féliciter, avant de terminer, donc mesdames Bruna et Fédy qui ont été élues conseillères régionales, ainsi que madame Besse qui a été élue conseillère régionale, et donc les féliciter donc pour leur nouveau mandat, et quel que soit du bord où vous vous situez dans l'hémicycle, j'attends que les unes et les autres, enfin les unes, puisque ce sont que des dames, eh bien, puissent donc défendre les intérêts des 9e et 10e arrondissements au mieux que cela puisse l'être. Et bien évidemment, monsieur Semeriva, laissez-moi terminer. Je vous sens impatient. Mais bien évidemment, il y a des réflexes républicains qui ne s'oublient pas. En tous les cas, j'ai bien noté un certain nombre de choses, même si l'analyse est beaucoup plus complexe, et que tout ne s'est pas joué sur les réflexes républicains. Mais en tous les cas, il sera noté effectivement que dans le contexte particulier, il y a eu donc des décisions politiques qui ont été prises et assumées par les uns et par les autres. Pour autant, il y a des élus, et vous n'enlèverez pas le fait que je puisse, en tant que maire, féliciter les 3 élus de ce conseil d'arrondissement qui siègent à la région. Et la région est un partenaire aussi important pour les politiques publiques que nous souhaitons développer, notamment en termes de développement durable, en particulier avec la COP21. Voilà. Merci à toutes et à tous. Passez une belle soirée, un bel été, et à la rentrée prochaine. Merci à toutes et à tous.